Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser des questions sur une période sombre de l'histoire. On va découvrir ensemble les secrets de l'ennemi des Alliés, l'Allemagne pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez voir qu'au-delà de ce que le grand public peut connaître, ce à quoi on associe généralement l'Allemagne pendant cette période, eh bien derrière ce voile, il y avait plein d'autres choses, de l'occultisme, des projets d'armement secrets ou même des projets scientifiques cachés, le tout dans un seul but, un but final, et là je vais le dire en vulgarisant un peu la chose, contrôler le monde et en cas d'échec, ne rien montrer de ce qui a été tenté. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai pu retrouver. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous savez comment me soutenir si ce genre de vidéo vous plaît. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour remonter le temps ensemble et on va ensemble se plonger dans les sombres secrets de l'Allemagne durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Le nazisme n'a pas surgi d'un seul coup, comme une folie tombée du ciel. Bien avant que le drapeau à croix gammée ne flotte sur l'Allemagne, le pays traversait déjà une période de fracture profonde. La défaite de 1918 a laissé derrière elle un sentiment d'humiliation, de colère et de revanche. Beaucoup d'Allemands ont le sentiment d'avoir perdu bien plus qu'une guerre. Ils ont l'impression d'avoir perdu leur place dans le monde, leur fierté, leur avenir. Dans ce climat, les discours extrêmes trouvent un terrain idéal. Plus la société doute, plus elle devient vulnérable à ceux qui promettent un relèvement total, une renaissance, presque une revanche sacrée. C'est dans cette atmosphère qu'Adolf Hitler prend forme politiquement. À l'origine, il n'est encore qu'un homme parmi d'autres, sans véritable avenir, ballotté entre échecs personnels, frustration et obsession grandissante. Mais très tôt, il baigne dans un univers d'idées où se mélangent nationalisme blessé, haine raciale, fascination pour un passé germanique idéalisé et croyance dans la venue d'un sauveur capable de rendre sa grandeur au peuple allemand. À Vienne, il découvre des brochures et des thèses pseudo-intellectuelles qui présentent l'histoire comme une lutte entre des races prétendument supérieures et d'autres présentées comme corruptrices. Ce genre d'écrit, déjà présent dans certains cercles de l'époque, l'imprègne durablement. Peu à peu, il ne voit plus le monde comme un ensemble complexe, mais comme une guerre totale entre pureté et décadence. Avec la Première Guerre mondiale, ce cadre mental se durcit encore. Hitler sert dans l'armée allemande, vit le conflit, puis surtout l'effondrement. Après 1918, l'Allemagne est un pays blessé, traversé par la misère, les règlements de comptes politiques, les groupes armés, les anciens combattants humiliés et les mouvements nationalistes qui rêvent de revanche. Dans cette Allemagne secouée, les idées radicales ne paraissent plus absurdes à une partie de la population. Elles deviennent pour certains une explication simple à une réalité devenue incompréhensible. Hitler comprend alors quelque chose de fondamental. Dans un pays en crise, celui qui offre non seulement des réponses mais aussi des symboles, des ennemis et une promesse de grandeur peut prendre un pouvoir immense. Le parti nazi va justement se construire sur cette mécanique. Au départ, ce n'est qu'un groupuscule d'extrême droite, mais Hitler y grimpe très vite jusqu'à en devenir la figure centrale en 1921. À partir de là, il ne se contente pas de faire de la politique. Il fabrique une vision du monde, une vision simple, brutale, efficace. L'Allemagne n'aurait pas été vaincue par ses propres erreurs, mais trahie. Le peuple allemand ne serait pas un peuple parmi d'autres, mais une communauté à restaurer. Et lui, Hitler ne se présente pas comme un chef de parti. Il commence déjà à se poser comme un guide, celui qui aurait compris ce que les autres refusent de voir. Ce glissement est capital parce qu'à partir de ce moment-là, le nazisme ne cherche plus seulement des électeurs, il cherche des croyants. C'est aussi à ce moment que les symboles prennent une place décisive. Hitler comprend très tôt leur pouvoir. Il sait qu'un mouvement politique ne gagne pas seulement avec des discours, il gagne aussi avec des images, des couleurs, des gestes, des signes capables de s'imprimer dans les esprits. Il veut pour son parti un emblème immédiatement reconnaissable, un signe qui frappe, qui rassemble, qui impressionne. C'est ainsi qu'il reprend la croix gammée, un symbole très ancien, bien antérieur au nazisme, qu'on retrouve dans plusieurs civilisations qui existaient déjà en Europe avant d'être définitivement salies par le Troisième Reich. En Allemagne, ce signe avait déjà été récupéré par certains groupes ultranationalistes après la guerre. Hitler s'en empare, le modifie, l'encadre dans un cercle blanc sur fond rouge et en fait l'emblème central du parti nazi. À partir de là, le symbole ne sert plus seulement à représenter un mouvement, il sert à imposer une présence. Il devient partout visible, presque impossible à ignorer. Mais ce n'est pas qu'un choix graphique. Derrière ce drapeau, il y a déjà toute une mise en scène du monde. Le blanc est associé à l'idée de pureté raciale, le rouge à l'idée de combat et de sacrifice, et l'ensemble renvoie à une promesse de renaissance nationale.
Le nazisme comprend très vite qu'un régime fort ne s'impose pas seulement par la force, il s'impose aussi par une esthétique, par des rites, des répétitions, par des images capables de donner à ses partisans le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est exactement ce qui commence à se mettre en place. Meetings massifs, drapeaux, slogans, discipline visuelle et surtout, cette idée de plus en plus présente qu'Hitler ne serait pas un simple homme politique, mais l'incarnation du destin allemand. Autour de cette ascension gravitent aussi des influences plus troubles. Dans l'Allemagne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, plusieurs courants mêlent déjà racisme, culte du passé germanique, paganisme réinventé, ésotérisme et rejet du monde moderne. Ce terreau idéologique, souvent désigné comme Völkisch, ne correspond pas encore au nazisme au sens strict, mais il prépare le terrain. On y retrouve l'idée d'un peuple élu, d'une terre sacrée, d'une pureté perdue à retrouver et d'un combat quasi spirituel contre les forces censées menacer la nation. Plus tard, certaines de ces idées se retrouveront recyclées, amplifiées et militarisées par le régime nazi. Ce n'est pas encore le Troisième Reich, mais on voit déjà se former l'ossature mentale qui le rendra possible. C'est aussi dans ce brouillard idéologique qu'apparaît la Société de Thulé, fondée en 1918. Cette société secrète s'inscrit dans ce même mélange de nationalisme exalté, de racisme et de fascination pour des racines germaniques fantasmées. Son importance réelle est souvent exagérée, mais elle symbolise bien le climat intellectuel dans lequel le nazisme va pouvoir prospérer. L'essentiel n'est pas de dire que tout part d'un cercle secret caché dans l'ombre. L'essentiel, c'est de comprendre qu'une partie de l'Allemagne était déjà prête à entendre un discours qui mélangeait politique, mythe, identité blessée et promesse de purification. Hitler n'invente pas ce terrain, il l'exploite mieux que tous les autres. Très vite, cette idéologie cesse d'être une simple agitation de marge. Elle devient une machine politique, émotionnelle, visuelle, une machine qui donne un sens à la défaite, désigne des responsables, fabrique un chef, transforme les frustrations en ferveur et les peurs en programme. Et c'est précisément là que réside la racine cachée du nazisme. Il ne s'est pas imposé seulement par la violence future, mais d'abord par sa capacité à faire croire qu'il existait un âge d'or à restaurer, à faire croire qu'un peuple pouvait être purifié, à faire croire qu'un homme pouvait incarner à lui seul le salut d'une nation. Une fois cette croyance installée, le reste devient possible. Les rites, les programmes secrets, les recherches interdites, les crimes rationalisés, puis la destruction méthodique des preuves à la fin du Reich. Tout ce que le régime cherchera ensuite à cacher plonge ses racines ici. Dans cette fusion toxique entre humiliation nationale, mythe ratio, symbole puissant et culte absolu du chef. Quand on parle d'occultisme nazi, beaucoup imaginent immédiatement un régime entièrement dirigé par la magie, les prophéties et les sociétés secrètes. La réalité est plus trouble, et c'est justement ce qui la rend plus inquiétante. Le Troisième Reich n'était pas un royaume de sorciers cachés derrière des uniformes. En revanche, il a bel et bien puisé dans un univers de mythes, de symboles anciens, de croyances raciales, de paganisme réinventé et de visions quasi mystiques du destin allemand. Cet imaginaire n'était pas décoratif, il donnait au régime une profondeur presque sacrée, comme si la politique nazie n'était pas seulement un projet de conquête, mais l'accomplissement d'une mission historique. Dans l'Allemagne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, plusieurs courants rejettent le monde moderne, le matérialisme, la démocratie parlementaire et tout ce qui ressemble à une société ouverte. À la place, ils exaltent le sang, la terre, la pureté, la nature, les ancêtres, les racines germaniques et l'idée d'un peuple à réveiller. Ce n'est pas encore le nazisme, mais c'est déjà le décor mental dans lequel il va s'installer. On y mélange le nationalisme blessé, l'antisémitisme, le paganisme, les rites d'initiation et la fascination pour un passé nordique idéalisé et la conviction qu'un peuple supérieur aurait été affaibli, presque corrompu, puis appelé à renaître. Dans ce climat apparaît la Société de Thulé, fondée en 1918. Avec le temps, son nom deviendra presque légendaire comme si elle avait gouverné l'ombre du Reich. En réalité, son rôle exact a souvent été exagéré, mais elle reste importante parce qu'elle incarne parfaitement le monde d'idées dans lequel le nazisme a grandi. Antisémitisme, racisme, fascination pour les anciennes traditions germaniques, goût du secret, symbole identitaire et vision du monde divisé entre les élus et les ennemis. Mais certains de ces signes et de ces codes rappellent déjà ce que le régime nazi reprendra plus tard, à sa manière. Hitler, lui, a très bien compris la puissance de cet imaginaire. Il ne faut pas forcément le voir comme un initié plongé chaque nuit dans des rites secrets. Ce qui compte, c'est autre chose. Il sait utiliser tout ce que ses croyances peuvent produire dans les esprits. Il sait que les foules ne se rassemblent pas seulement autour d'un programme, elles se rassemblent autour d'un récit. Et le nazisme leur offre un immense. L'Allemagne aurait un passé glorieux à retrouver. Elle aurait été trahie, affaiblie, salie. Elle devrait donc être restaurée. Ici, Hitler cesse peu à peu d'être seulement un chef politique, il devient un guide. Presque une figure providentielle. Cette dimension messianique est capitale parce qu'elle transforme l'adhésion en foi.
Autour de lui, certains récits contribuent à renforcer cette image. Parmi eux, il y a cette histoire racontée plus tard selon laquelle, pendant la Première Guerre mondiale, Hitler aurait quitté une tranchée après avoir entendu une voix intérieure lui ordonnant de se déplacer, échappant ainsi à une explosion qui aurait tué les autres soldats restés sur place. L'épisode est largement présenté comme douteux, voire inventé, mais il a nourri autour de lui une aura particulière. Pour certains, cela suffisait à prouver qu'il aurait été protégé pour accomplir une mission. Ce genre de récit ne sert pas à prouver quoi que ce soit, il sert à fabriquer une légende, et le nazisme a toujours eu besoin de légendes. Cette logique se retrouve dans le choix des symboles. La croix gammée n'est pas née avec le Troisième Reich, c'est un signe très ancien que l'on retrouve dans différentes civilisations. Mais le nazisme l'arrache à son contexte d'origine pour en faire une marque de domination totale. À partir du moment où Hitler s'en empare, ce symbole n'est plus là pour rappeler un passé lointain, il est là pour imposer une présence, une identité, une certitude. Il transforme un mouvement politique en ordre visuel. Partout où ce signe apparaît, le message est le même. Le Reich n'est pas seulement un pouvoir, c'est une croyance qui veut recouvrir le monde. Mais s'il y a bien un homme qui pousse cette dimension mystique beaucoup plus loin, c'est Heinrich Himmler. Chez lui, l'idéologie nazie ne se limite pas à la conquête ou à la répression. Elle devient presque une religion de substitution. Himmler est fasciné par les ancêtres germaniques, les traditions païennes réinventées, les lignées pures, les rites, les emblèmes et les lieux chargés de sens. Sous son influence, la SS cesse d'être seulement une organisation armée d'élite, elle se transforme aussi en ordre idéologique, rigide, fermé et structuré comme une fraternité chargée de porter l'avenir racial du Reich. Cette volonté de faire de la SS une sorte d'ordre sacralisé apparaît dans l'importance donnée à la discipline absolue, aux insignes, aux serments et à la mise en scène de l'appartenance. C'est dans cet esprit que certains lieux prennent une importance particulière, notamment le château de Wewelsburg, que Himmler veut transformer en centre spirituel de la SS. Là encore, il ne s'agit pas seulement d'un quartier général, l'idée est plus ambitieuse. Il veut un lieu capable d'incarner la mission historique de son ordre, un centre presque cérémoniel où l'histoire, les mythes germaniques et la vocation raciale du Reich se rejoignent. Tout cela participe à la même construction, faire croire aux élites nazies qu'elles ne sont pas de simples administrateurs de la violence, mais les gardiens d'une mission supérieure. Même quand les détails relèvent parfois davantage de la mise en scène que d'une pratique ésotérique cohérente, l'effet recherché reste le même, soudé, impressionné, sacralisé. Cette fascination touche aussi le passé, ou plutôt un passé reconstruit. Le régime cherche sans cesse à relier l'Allemagne nazie à des origines plus anciennes, plus nobles, plus grandioses. C'est là qu'interviennent les recherches pseudo-scientifiques, les expéditions, les fouilles, les tentatives de prouver une supériorité raciale en la plaçant dans la longue durée. Dans les documents, on retrouve cette volonté de relier le Reich à l'Antiquité grecque, à un héritage arien imaginé, à une continuité historique supposée entre civilisation ancienne et Allemagne moderne. Même l'archéologie peut alors servir de propagande, non pour comprendre le passé, mais pour légitimer le présent. Le message est simple, le Reich ne serait pas une rupture brutale, mais le retour d'un ordre ancien. Ici, il faut bien comprendre ce qui rend cet occultisme si particulier. Le régime nazi ne cherche pas seulement à convaincre par la force ou par l'efficacité, il veut donner à sa domination une profondeur sacrée. Il veut que ses partisans aient le sentiment d'appartenir à quelque chose d'immense, d'antique, d'inévitable. C'est pour cela que les symboles comptent autant. C'est pour cela que les cérémonies, les serments, les mythes raciaux, les références au destin, au sang et à la terre sont omniprésents. Le nazisme habille sa brutalité d'un décor métaphysique. Il transforme ses obsessions politiques en récits cosmiques. Et quand un pouvoir commence à se voir comme l'expression d'une vérité supérieure, il devient capable de presque tout justifier. Même à la fin du Reich, alors que tout s'effondre, cette dimension apocalyptique ne disparaît pas. Dans les derniers jours, Hitler semble obsédé par l'idée d'une fin totale. Il ne pense plus seulement en chef militaire acculé, il raisonne comme si la destruction générale était devenue l'issue logique de sa vision du monde. Si l'Allemagne ne mérite plus la victoire, alors elle peut sombrer avec lui. Dans cet imaginaire, la chute ne ressemble pas à un simple échec politique. Elle prend la forme d'un crépuscule voulu, presque ritualisé, où le monde doit brûler plutôt que survivre sans lui. Certains y ont vu un prolongement de cette vision quasi mystique et apocalyptique qui hantait déjà le régime. Ce qui est certain, c'est qu'au bout du compte, le nazisme n'a pas seulement semé la mort par calcul, il l'a aussi enveloppé dans une vision du monde où la catastrophe elle-même pouvait être perçue comme une forme d'aboutissement. Et c'est là que réside sans doute le secret le plus dérangeant de cet occultisme nazi. Il ne faut pas le chercher seulement dans les rumeurs de médiums, d'astrologues ou de sociétés fermées. Il faut le chercher dans la manière dont un régime entier a transformé ses fantasmes raciaux, ses symboles, ses mythes et ses croyances en moteurs politiques. L'occultisme n'était pas forcément au centre de chaque décision, mais il fournissait une atmosphère, une profondeur, un langage sacré, une sensation de destin.
Et dans les mains du Troisième Reich, ce mélange a servi à justifier l'injustifiable, à donner une forme de grandeur à l'horreur, et à convaincre des milliers d'hommes qu'ils n'étaient pas en train de servir un pouvoir criminel, mais une mission historique. C'est précisément ce brouillard entre mythe, politique et fanatisme qui rend cette histoire aussi fascinante que glaçante. À mesure que la guerre avançait, le régime nazi s'est mis à poursuivre une obsession de plus en plus visible. Trouver l'arme qui pourrait tout renverser. Non pas seulement améliorer une armée déjà puissante, mais produire un choc technologique capable de retourner le cours du conflit. Dans l'esprit du Reich, ces projets ne relevaient pas seulement de la stratégie, ils devaient aussi nourrir un mythe, celui d'une Allemagne tellement avancée, tellement audacieuse, qu'elle finirait forcément par reprendre l'avantage, même au bord du gouffre. C'est dans ce contexte qu'apparaissent ce qu'on a appelé les armes miracles, ces programmes secrets parfois très en avance sur leur temps, parfois démesurés, mais toujours révélateurs de la fuite en avant du régime. L'un des exemples les plus frappants, c'est le Messerschmitt ME-262, le premier avion de chasse à réaction opérationnelle de l'histoire. Sur le papier, c'est une révolution. Grâce à ses moteurs à réaction, l'appareil pouvait dépasser de très loin la vitesse des avions alliés et donner à l'Allemagne un avantage réel dans le ciel. Son premier vol d'essai réussi remonte à juillet 1942 et à lui seul, cet avion donnait l'impression qu'une nouvelle ère militaire était en train de naître. Mais entre la prouesse technique et l'efficacité réelle, il y avait un gouffre. Retard industriel, bombardements alliés, désorganisation croissante, erreurs de priorité et interférences politiques ont empêché le Reich d'exploiter pleinement cette avancée. Quand les premiers appareils entrent véritablement en service en 1944, l'Allemagne est déjà en train de perdre la guerre. Le ME-262 reste donc le symbole parfait d'un régime capable de produire des machines impressionnantes, mais incapable de les intégrer à temps dans une stratégie viable. Le même constat s'impose avec les fusées V2. Là encore, le projet est vertigineux. Avec le V2, l'Allemagne met au point le premier missile balistique à longue portée opérationnel. L'engin, propulsé par un carburant liquide, pouvait frapper une cible située à plus de 300 km et atteindre des vitesses telles qu'il devenait pratiquement impossible à intercepter. Le premier tir réussi date d'octobre 1942 et les premières attaques ont ensuite visé des villes comme Paris, puis surtout Londres et d'autres cibles alliées. Sur le plan technique, le bond est immense. Le V2 annonce à la fois la guerre moderne et plus tard la conquête spatiale. Mais là encore, le prix humain et stratégique est colossal. Sa production coûte énormément, sa précision reste limitée et sa fabrication repose largement sur le travail forcé dans des conditions effroyables. À ce stade, on voit déjà ce que cachent ces secrets nazis. Derrière l'image de modernité, il y a un système brutal qui transforme la technologie en instrument de terreur. Et cette course à l'avance technique ne s'arrête pas là. L'Allemagne développe aussi des systèmes de radar très avancés pour l'époque, capables de détecter les avions ennemis, ainsi que des dispositifs de vision nocturne infrarouge destinés à certaines unités armées. Dans les documents, on retrouve notamment des références à des équipements montés sur des fusils d'assaut, permettant à des soldats allemands d'opérer de nuit avec un avantage inédit. Aujourd'hui, cela peut sembler banal tant ces technologies ont fini par se généraliser, mais à l'époque, c'était un saut considérable. Là encore, le Reich cherchait à compenser ses faiblesses croissantes par une supériorité technique, comme si la machine pouvait encore sauver ce que la guerre était déjà en train de détruire. Parmi les autres programmes marquants, il y a les munitions guidées comme la Bombfritz X. Ce type d'arme était en avance sur son temps, puisqu'il introduisait déjà l'idée d'une frappe guidée avec une précision bien supérieure au bombardement classique. Dans un conflit où l'industrie de guerre devenait de plus en plus décisive, cette recherche d'armes intelligentes montre que le Reich ne pensait pas seulement en termes de volume ou de puissance brute, mais aussi d'innovation ciblée. Le problème, encore une fois, c'est que ces innovations arrivent dans une Allemagne de plus en plus désorganisée, frappée sur ses usines, ses voies de communication et ses capacités de production. Le régime conçoit des armes du futur dans un pays qui n'a déjà plus les moyens de soutenir durablement son présent. Cette logique se retrouve aussi dans les blindés allemands. Les chars comme le Tiger 1, Tiger 2 ou certains modèles de Panzer ont contribué à la réputation de puissance de l'armée allemande. Leur blindage, leur armement et leur présence sur le champ de bataille ont marqué les esprits. Mais là encore, le mythe dépasse parfois la réalité. Ces engins étaient redoutables, certes, mais aussi lourds, coûteux, complexes à produire et à entretenir. À mesure que le conflit s'étire, cette sophistication devient presque un piège. L'Allemagne produit des machines impressionnantes, mais les Alliés produisent en masse, réparent plus vite et remplacent plus facilement. Le Reich continue donc de miser sur la qualité spectaculaire, alors que la guerre moderne se joue aussi sur l'endurance industrielle. Sur mer, le même mélange d'innovation et de retard se retrouve avec les sous-marins allemands, en particulier le type XX1, surnommé l'Elektroboot. Ce sous-marin représentait une vraie rupture. Meilleur profil hydrodynamique, capacité à rester immergé plus longtemps, vitesse accrue sous l'eau, difficulté plus grande à être repéré. En théorie, c'était le futur de la guerre sous-marine. En pratique, il arrive trop tard. Les retards de production, le sabotage, le manque d'équipage expérimenté et l'effondrement progressif du Reich empêchent cette innovation de changer quoi que ce soit de fondamental.
L'arme existe, mais le moment est passé. C'est l'une des constantes de ces programmes nazis. Ils fascinent justement parce qu'ils donnent l'impression que l'Allemagne touchait du doigt une avance décisive sans jamais réussir à la convertir en salut réel. Plus la situation militaire se dégrade, plus cette quête d'armes secrètes prend une dimension presque désespérée. Le régime parle alors de plus en plus de Wunderwaffen, des armes miracles, comme s'il attendait d'un bond technologique ce qu'il ne pouvait plus obtenir par ses forces conventionnelles. Cette idée est capitale pour comprendre l'état d'esprit du Reich à la fin de la guerre. Les projets secrets ne sont plus seulement des outils militaires, ils deviennent des objets de croyance. Ils entretiennent l'illusion qu'un retournement spectaculaire reste possible, même quand les fronts s'effondrent, même quand les villes allemandes sont ravagées, même quand les ressources manquent de partout. L'arme miracle devient alors moins une solution réelle qu'un mythe de survie. C'est aussi pour ça que ces programmes ont laissé une trace si durable, parce qu'ils se situent à la frontière entre prouesse réelle, propagande et fantasme. Oui, certaines avancées du Reich étaient authentiquement en avance sur leur temps, le jet, le missile balistique, certains systèmes de guidage, certaines recherches en radar ou en navigation en témoignent. Mais la légende vient du fait qu'on les imagine parfois comme la preuve d'une supériorité absolue, presque surnaturelle, alors qu'ils naissent dans un système déjà gangréné par ses propres excès. Le secret le plus révélateur n'est donc pas seulement qu'ils aient conçu des armes impressionnantes, c'est qu'ils aient cru pouvoir compenser l'échec global de leur guerre par une poignée de machines censées sauver un empire déjà condamné. Et derrière cette modernité apparente, il ne faut jamais oublier ce que ces projets recouvraient souvent. La fabrication de certaines de ces armes repose sur une exploitation humaine extrême. Leur utilisation vise des populations civiles autant que des objectifs militaires. Leur existence même s'inscrit dans une logique où la science, l'industrie et la guerre sont totalement soumises à un régime prêt à tout pour durer quelques semaines, quelques mois de plus. Autrement dit, ces armes secrètes ne racontent pas seulement l'ingéniosité technique de l'Allemagne nazie, elles racontent aussi sa dérive finale, un pouvoir qui, au lieu de reconnaître sa chute, s'enferme dans la promesse d'un miracle mécanique. Les armes secrètes du Reich étaient bien réelles, certaines ont même changé durablement l'histoire militaire et technologique, mais elles ne prouvent pas l'invincibilité du nazisme. Elles prouvent au contraire quelque chose de plus sombre, qu'un régime peut produire des avancées spectaculaires tout en courant à sa perte, et qu'à la fin, la technologie la plus impressionnante du monde ne suffit pas à sauver une machine politique fondée sur la violence, l'obsession et le déni du réel. C'est cette contradiction qui donne, encore aujourd'hui à ces projets, une aura aussi fascinante que dérangeante. Derrière l'image d'une puissance militaire obsédée par la conquête, le Troisième Reich menait aussi une autre guerre, plus silencieuse, plus froide, plus difficile à regarder en face. Une guerre menée contre la société elle-même, car le projet nazi ne consistait pas seulement à dominer des territoires, il cherchait aussi à remodeler l'être humain, à redéfinir qui avait le droit d'exister, de transmettre la vie, d'être protégé ou au contraire d'être effacé. Et c'est dans cette logique qu'apparaissent certains des programmes les plus sombres du régime, ceux qu'il valait mieux garder loin du regard du monde. Pour comprendre ces programmes, il faut revenir à une idée centrale du nazisme. La société devait être triée, nettoyée, reconstruite selon des critères raciaux et biologiques. Le pouvoir ne se voyait pas seulement comme un gouvernement, il se voyait comme une force chargée de corriger l'humanité. Dès lors, l'État ne protège plus tous les citoyens. Il commence à les classer. Il mesure leurs valeurs, leur origine, leur santé, leur capacité à correspondre à l'idéal du régime. À partir de là, tout devient possible. Favoriser certaines naissances, en empêcher d'autres, sélectionner, exclure, faire disparaître. Ce n'est plus seulement une idéologie, c'est une administration de la vie elle-même. L'un des programmes les plus révélateurs de cette obsession, c'est Lebensborn. Le nom peut paraître presque anodin, mais derrière lui se cache une ambition immense. Encourager la naissance d'enfants considérés comme racialement conformes à l'idéal nazi. Le projet est lancé sous l'impulsion de Himmler. Officiellement, il s'agit d'aider certaines mères, d'offrir un cadre protégé à des naissances jugées souhaitables et de soutenir l'expansion démographique du Reich. Mais derrière cette façade, le sens réel est bien plus clair. Le régime veut fabriquer l'avenir biologique qu'il imagine. Il veut favoriser certaines lignées, encadrer certaines unions et donner un appui institutionnel à sa vision raciale de la société. Avec le temps, ce programme dépasse largement la simple aide sociale. Il s'inscrit dans une logique où l'enfant devient presque un enjeu d'État. Dans cette vision, il ne s'agit pas seulement de protéger des familles, il s'agit de produire le bon type d'héritier pour le Reich. On évoque aussi la manière dont le régime s'intéresse à certains enfants en dehors même de l'Allemagne, notamment dans les territoires occupés, lorsque leurs traits correspondent à l'image raciale recherchée. Là encore, le pouvoir nazi ne voit plus l'individu comme une personne, mais comme un élément à absorber, à sélectionner, à réorienter en fonction d'un projet plus vaste. C'est une logique lassante parce qu'elle transforme la naissance en instrument politique. Mais si Lebensborn montre la volonté de favoriser certaines vies, un autre programme révèle l'autre face du système, T4. Sous
Sous ce nom administratif se cache une politique menée contre des personnes jugées indignes de vivre selon les critères nazis. Le régime présente cela comme une mesure de compassion, une réponse à la souffrance, une décision rationnelle. En réalité, il s'agit d'un basculement capital. Pour la première fois, l'État allemand organise à grande échelle l'élimination de personnes considérées comme inutiles, trop coûteuses ou simplement incompatibles avec l'idéal qu'il prétend construire. Ce programme marque une étape fondamentale parce qu'il montre que le pouvoir ne se contente plus de discriminer, il s'autorise désormais à décider qui doit disparaître au nom d'une prétendue logique de purification sociale. Ce point est essentiel, car T4 ne surgit pas comme une parenthèse isolée. Il prépare des méthodes, un langage administratif, une froideur bureaucratique, une manière de rendre l'effacement presque abstrait. Le crime n'est plus montré comme une explosion de violence, il prend la forme d'un dossier, d'une signature, d'une décision médicale, d'une procédure. Et c'est précisément ce qui le rend encore plus troublant. Le régime ne veut pas seulement agir, il veut faire passer l'inacceptable pour quelque chose d'ordonné, de propre, presque de nécessaire. Cette manière de maquiller l'horreur sous les habits de la gestion moderne annonce déjà d'autres politiques encore plus vastes. À côté de ces grands programmes, il existe aussi tout un ensemble de pratiques liées à l'obsession eugéniste du Reich. Le pouvoir nazi veut contrôler les corps, les unions, les héritages, la transmission. Il cherche à encourager ce qu'il considère comme désirable et à freiner, marginaliser ou faire disparaître ce qu'il présente comme une menace pour la communauté nationale. L'idée centrale reste toujours la même, la population n'est plus vue comme un peuple composé d'individus, mais comme un matériau humain qu'il faudrait améliorer, filtrer et modeler. Cette vision traverse tout le régime. Elle relie la propagande familiale, les politiques natalistes, les classements raciaux et les mesures plus radicales. Ce qui rend ces programmes particulièrement dérangeants, c'est qu'ils ne reposent pas seulement sur la brutalité, ils reposent aussi sur l'apparence d'ordre, sur des bureaux, des formulaires, des institutions, des médecins, des responsables qui parlent de planification, d'avenir, d'intérêt collectif. Le régime veut que tout cela paraisse logique. Il veut que ses choix semblent relever de la science, de la modernité, de la responsabilité nationale. En réalité, il s'agit d'une entreprise où l'État s'arroge le droit absolu de hiérarchiser la valeur humaine. Et quand un pouvoir commence à croire qu'il peut distinguer les vies utiles des vies encombrantes, il ouvre une porte qu'il ne referme plus. Il faut aussi comprendre que ces programmes n'étaient pas destinés à être pleinement assumés devant le monde. Bien sûr, le régime diffusait une partie de son idéologie, mais il ne présentait pas toujours clairement l'ensemble de ses mécanismes, encore moins leur portée réelle. Beaucoup d'éléments étaient maquillés, fragmentés, couverts par un vocabulaire administratif ou par une propagande qui inversait complètement le sens des choses. On parlait d'aide, d'ordre, de santé, de nécessité, alors qu'il s'agissait en réalité de contrôle total sur la naissance, sur la famille, la différence et le droit même d'exister. C'est en cela que ces programmes appartiennent pleinement au secret que les nazis ne voulaient jamais vraiment révéler. Ils montrent le cœur du projet, débarrassé de ses grands discours et ramené à sa logique la plus nue. Elle montre que le nazisme ne cherchait pas seulement à gagner une guerre ou à imposer une dictature. Il voulait refondre le monde humain selon ses propres critères. Il voulait décider quels enfants représentaient l'avenir, quelles familles méritaient d'être soutenues, quelles existences devaient être écartées, quelle présence devait disparaître du corps national. Derrière les uniformes, les défilés et les armes secrètes, il y avait donc aussi cela. Un pouvoir qui rêvait de réécrire la société jusque dans sa chair. Et c'est probablement l'un de ses secrets les plus glaçants, parce qu'il révèle que le projet nazi ne visait pas seulement la domination. Il visait une transformation totale de la vie humaine. Le mot science évoque souvent le progrès, la découverte, l'idée d'un savoir capable d'améliorer le monde. Mais sous le Troisième Reich, ce mot est aussi servi de couverture à quelque chose de beaucoup plus sombre. Car dans l'Allemagne nazie, la recherche n'était pas seulement encouragée pour comprendre, soigner ou innover, elle a été mobilisée pour servir la guerre, renforcer le régime, sélectionner les individus et pousser toujours plus loin ce qu'un pouvoir sans limite estimait avoir le droit de faire. C'est cette frontière brisée entre savoir et brutalité qui rend la science nazie aussi dérangeante. Elle ne raconte pas seulement l'histoire d'un pays technologiquement ambitieux, elle raconte ce qui arrive quand l'intelligence cesse d'être guidée par l'éthique. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le Reich ne méprisait pas la science, au contraire. Il voulait s'en servir partout, dans l'armement, dans l'industrie, dans la chimie, la médecine, dans les transports et dans l'idéologie elle-même. Une partie de cette recherche a produit de vraies avancées techniques, parfois reprises ensuite par d'autres pays. Par exemple, on peut noter des progrès en chimie industrielle, en caoutchouc synthétique, en microscopie électronique ou dans certains procédés de laboratoire. Ce qui rend cet héritage si trouble, c'est qu'il mêle parfois innovation réelle, intérêt militaire et récupération idéologique. La même société qui finance des recherches utiles peut aussi s'inscrire dans un système global de domination, d'exploitation et de guerre totale. Mais c'est dans le domaine médical que la rupture morale devient la plus visible. Dans les camps, les prisonniers sont transformés en matériel d'expérimentation.
Le régime présente cela comme de la recherche utile à l'armée, à la médecine ou à la survie des combattants. En réalité, il s'agit d'un univers où des médecins utilisent des êtres humains comme s'ils n'étaient plus des personnes, mais des supports de test. Et c'est là que le masque scientifique tombe, car ce qui se joue n'a plus grand chose à voir avec le soin. Le but n'est plus de protéger la vie, mais de l'exploiter jusqu'au bout, au nom d'objectifs militaires ou idéologiques. Parmi toutes ces expériences, certaines sont directement liées aux conditions de guerre. Il y a par exemple les essais sur l'hypothermie, menés pour comprendre comment réagir face au froid extrême auquel les soldats pouvaient être exposés. Dit comme cela, l'objectif semble presque technique. Mais la réalité derrière cette formule est tout autre. Des détenus étaient utilisés pour observer jusqu'où un corps pouvait tenir, puis comment tenter de le ramener à un état stable. On retrouve ici la logique glaciale du régime. Prendre une question réelle, celle de la survie au froid, puis l'aborder en supprimant toute limite morale. L'expérience devient alors moins un acte de recherche qu'une démonstration de pouvoir absolu sur le corps humain. La même logique apparaît dans les essais liés à la haute altitude. Là encore, l'idée affichée est militaire, comprendre ce que subit un pilote en cas d'éjection ou de vol à très haute hauteur. Mais ce cadre technique sert en réalité à justifier des tests imposés à des prisonniers qui n'ont évidemment aucun choix. Le savoir recherché n'est pas neutre, il s'obtient dans un système où la personne expérimentée est déjà dépouillée de son statut d'humain. Cela dit tout de la science nazie. Ce n'est pas seulement la recherche qui est en cause, c'est la manière dont un État redéfini qui compte comme sujet digne de protection et qui peut être livré à l'expérience. On retrouve aussi des expérimentations sur l'eau de mer, dans l'idée de savoir si elle pouvait devenir consommable pour des soldats allemands. Là encore, le point de départ semble pragmatique, mais le moyen employé révèle l'essentiel. Le régime ne cherche pas une solution dans un cadre médical normal, avec des protocoles respectant la personne, il utilise les détenus comme terrain d'essai direct. Le même mécanisme revient sans cesse. Une nécessité militaire sert de justification, puis tout frein moral est supprimé. La question n'est plus que peut-on faire, mais jusqu'où peut-on aller si personne n'a le droit de refuser. D'autres expériences visaient les blessures et les infections. Des simulations de blessures de combat, des infections provoquées ou des tentatives de tester des traitements dans des conditions imposées. Là encore, le vocabulaire de la médecine peut presque donner l'illusion d'une recherche rationnelle. Pourtant, ce qui frappe, c'est la manière dont le régime transforme la souffrance en procédure. Le corps du détenu devient un champ d'observation. La douleur n'est plus un drame à soulager, mais un paramètre à mesurer. Et c'est précisément cela qui fait basculer cette science dans autre chose. Elle ne cherche plus à guérir un patient, elle cherche à extraire des données d'un individu privé de tout droit. Le cas de Ravensbrück résume bien cette logique. Ce camp, principalement féminin, apparaît comme un lieu où certaines recherches ont été menées sous couvert de médecine appliquée, notamment autour des blessures, des infections ou de la régénération. Derrière la promesse de mieux soigner les combattants, on découvre surtout un espace où le savoir médical a été arraché à toute notion de consentement, de dignité et de limite. Ce n'est plus la médecine qui encadre la violence, c'est la violence qui se déguise en médecine. À cela s'ajoute la dimension raciale. La science nazie n'est pas seulement militaire, elle est aussi idéologique. Elle veut prouver, classer, hiérarchiser, trier. C'est pour cela que certaines recherches prétendent explorer des différences supposées entre groupes d'humains ou nourrir les fantasmes eugénistes du régime. Le savoir n'est plus utilisé pour mieux comprendre l'humanité, mais pour justifier à l'avance une hiérarchie que le pouvoir a déjà décidée. La conclusion est écrite avant même l'expérience. Il faut prouver que l'idéologie a raison. À partir de là, la science cesse d'être un outil d'exploration, elle devient un appareil de légitimation. Cette dérive atteint un niveau particulièrement inquiétant avec certaines figures devenues tristement célèbres, comme Joseph Mengele. Ce qui ressort dans son cas, ce n'est pas seulement l'horreur de ses actes, mais la manière dont un médecin peut continuer à penser comme chercheur tout en opérant dans un système entièrement vidé de toute morale. Et cela fait partie des secrets les plus dérangeants de la science nazie. Elle montre qu'un diplôme, une méthode, un laboratoire ou un vocabulaire savant ne protège de rien si le cadre moral s'effondre. Un esprit formé peut mettre son intelligence au service du pire avec autant de rigueur qu'un autre la mettrait au service du soin. Même le nucléaire apparaît dans cette histoire. Un programme allemand fragmenté, moins centralisé que celui des États-Unis, contenant des recherches sur les modérateurs de neutrons, l'eau lourde et des tentatives de comprendre comment atteindre une réaction auto-entretenue existent. Le Reich n'est pas parvenu à aller jusqu'au bout et certaines erreurs techniques ont ralenti le programme, notamment autour du choix des matériaux. Mais ce qui compte là, ce n'est pas seulement de savoir s'ils étaient proches ou non d'une bombe, c'est de voir que la même dynamique était à l'œuvre. Mobiliser les esprits les plus brillants, multiplier les pistes, pousser toujours plus loin la recherche dans l'espoir d'obtenir une supériorité absolue. Au fond, la science nazie repose sur une contradiction glaçante. D'un côté, un véritable potentiel technique, des ingénieurs compétents, des scientifiques capables d'avancer vite dans plusieurs domaines, et de l'autre, une destruction complète du cadre moral qui devrait accompagner tout savoir puissant.
Cette contradiction explique pourquoi ce sujet continue autant de fasciner. Pas parce qu'il faudrait admirer ses recherches, mais parce qu'elle montre jusqu'où un régime peut aller lorsqu'il unit ambition technologique, fanatisme idéologique et mépris absolu de la personne humaine. La connaissance devient alors un levier de domination totale. Et c'est sans doute cela le vrai secret de la science nazie. Ce n'est pas seulement qu'elle ait produit des armes modernes ou des recherches marquantes, c'est qu'elle a révélé quelque chose d'universel et de terrifiant. Le progrès à lui seul ne garantit rien. Un laboratoire ne rend pas un pouvoir plus humain, une découverte ne rend pas un régime plus légitime, et quand la science travaille pour un système qui a déjà décidé quelles vies comptent et lesquelles peuvent être sacrifiées, alors elle ne devient pas un rempart contre la barbarie, elle en devient l'un des instruments les plus redoutables. Quand on pense au crime nazi, on imagine d'abord les camps, les uniformes, les convois, les lieux de détention et de mise à mort. Mais ce qui rend cette histoire encore plus glaçante, c'est qu'elle ne reposait pas seulement sur la brutalité. Elle reposait aussi sur des fiches, des registres, des catégories, des formulaires ou des codes couleurs. Autrement dit, sur une bureaucratie. Le régime nazi n'a pas seulement persécuté, il a organisé, classé, archivé, compté. Il a transformé la destruction humaine en système administratif. Et c'est là encore qu'on retrouve l'un des secrets les plus dérangeants. Derrière la violence visible, il y a une machine froide, méthodique, presque industrielle. Au début, les premiers camps du régime n'avaient pas encore cette apparence de mécanisme parfaitement huilé. Après 1933, les opposants politiques, les communistes, les sociaux-démocrates, les syndicalistes et d'autres personnes jugées indésirables sont enfermés dans des lieux improvisés, sans système encore totalement uniforme. Mais très vite, le pouvoir comprend qu'il ne veut pas seulement enfermer, il veut standardiser. Il veut que tout soit lisible d'un seul regard, que chaque détenu soit immédiatement identifié et situé, évalué. C'est là qu'apparaît la logique des catégories et des triangles cousus sur les vêtements. Ce système de triangles colorés résume à lui seul l'obsession classificatrice du Reich. Rouge pour les prisonniers politiques, vert pour les détenus de droit commun, rose pour les hommes poursuivis au titre de l'homosexualité, violet pour les témoins de Jéhovah, noir pour les personnes classées comme asociales, jaune pour les juifs, souvent combiné à une autre couleur pour former une étoile. En apparence, ce n'est qu'un signe distinctif. En réalité, c'est bien plus que cela. Ce morceau de tissu détermine la place d'un être humain dans la hiérarchie du camp. Il influence le regard des gardiens, l'accès au travail, aux rations, aux postes moins exposés et parfois les chances même de survivre. Le triangle devient une identité imposée, presque un destin cousu sur un uniforme. C'est là que le système montre toute sa perversité. Les nazis ne se contentent pas de classer les prisonniers pour mieux les surveiller, ils rendent la discrimination visible, immédiate, automatique. Plus besoin de longs dossiers pour savoir comment traiter quelqu'un, un simple regard suffit. Et cette simplicité transforme le camp en machine redoutable. Les gardiens savent instantanément qui ils ont en face d'eux. Mais les prisonniers le savent aussi. Chacun voit la catégorie de l'autre. Chacun comprend la place qui lui est assignée. Le régime ne fabrique donc pas seulement un outil de contrôle, il fabrique un univers social où la hiérarchie s'impose à tous, y compris aux détenus eux-mêmes. C'est ça qui rend cette bureaucratie si terrifiante. Dans les camps, les classifications ne restent pas sur le papier, elles façonnent les relations humaines. Certains groupes disposent davantage de réseaux, de soutien ou d'accès à des positions internes, d'autres se retrouvent presque sans protection, et les chances de survie varient fortement selon la catégorie attribuée. Les prisonniers politiques pouvaient parfois mieux s'organiser. Certains détenus de droit commun occupaient des postes de pouvoir interne. D'autres groupes, au contraire, se retrouvaient marginalisés jusque parmi les autres détenus. Pour les prisonniers marqués par l'étoile jaune, la logique allait encore plus loin. Dans de nombreux camps, ils étaient placés tout en bas de la hiérarchie, exposés aux tâches les plus dangereuses et aux sélections les plus rapides. Le système ne classait donc pas seulement les personnes, il organisait aussi leur isolement. Et derrière cette organisation visible, il y avait les archives. Des millions de fiches, de cartes, de listes, de numéros, de dossiers. On parle de cartes d'enregistrement où figure le nom, la date de naissance, la nationalité, la profession, le numéro attribué au détenu, ainsi que la couleur du triangle correspondant à sa catégorie. À l'instant même où une personne entrait dans le système, elle cessait d'être perçue comme un individu complet. Elle devenait une entrée dans un registre, un numéro dans une logique de gestion. Même les compétences professionnelles pouvaient être notées, non pour reconnaître une dignité, mais pour savoir quelle utilité on pouvait encore tirer d'elle dans le travail forcé. C'est ici que la mécanique se dévoile pleinement. Cette bureaucratie ne sert pas seulement à compter, elle sert à extraire, à exploiter, puis à faire disparaître. Le système veut savoir qui peut encore travailler, qui doit être transféré, qui peut être affecté à telle ou telle tâche, et qui ne sert déjà plus à rien dans la logique du camp. Et dans certains cas, même cette logique d'enregistrement s'interrompt brutalement. Pour de nombreuses personnes, notamment parmi les convois juifs arrivant dans certains centres de mise à mort, il n'y avait parfois même pas de fiche complète, ni de numéro durable, parce que tout allait trop vite.
Elles disparaissaient avant même que la bureaucratie n'ait eu le temps de les absorber totalement. Ce détail est terrible parce qu'il montre qu'à certains endroits, la mise à mort allait encore plus vite que l'archivage. Après la guerre, quand les Alliés découvrent les camps et récupèrent une partie de ces dossiers, ils tombent sur quelque chose d'inattendu, une masse immense de traces administratives. Le régime avait tenté d'effacer une partie des preuves les plus compromettantes, mais il avait en même temps conservé des montagnes de documents. Transport, arrivée, décès, transfert, numéros, motifs d'internement, tout cela formait une traînée de papier impossible à ignorer. Ces archives ont ensuite été rassemblées et exploitées dans des centres de documentation, notamment à Bad Arolsen, et pendant longtemps, elles ont surtout servi à aider les survivants et les familles à retrouver la trace de proches disparus. Puis lorsqu'elles ont été plus largement ouvertes à la recherche, elles ont révélé l'ampleur vertigineuse de cette obsession administrative. Le nazisme n'a pas seulement tué avec des armes, des ordres ou des camps, elle a aussi tué avec des catégories. Il a commencé par découper l'humanité en groupes, puis il a donné à cette division une forme visuelle, administrative, presque officielle. Une fois ce tri installé, le reste devient plus facile à faire accepter à l'intérieur du système. On ne voit plus une personne, on voit un code, une couleur ou une fonction, une place dans la hiérarchie. La déshumanisation ne passe donc pas seulement par la propagande, elle passe aussi par le formulaire, par la fiche, par le tampon, par cette manière de faire croire qu'on ne gère plus des vies, mais des dossiers. Des décennies plus tard, ce sont justement ces archives qui parlent encore. Elles permettent à des familles de reconstituer des parcours brisés. Elles montrent comment une philosophie entière a été cousue sur des uniformes, puis inscrite dans des registres. Elles rappellent qu'un camp n'était pas seulement un lieu de détention, mais une structure pensée pour trier, exploiter, affaiblir, isoler et faire disparaître dans la finalité. En ce sens, la bureaucratie de la mort fait partie des secrets les plus révélateurs de ce régime, parce qu'elle montre que la barbarie ne prend pas toujours la forme du chaos. Parfois, elle prend simplement celle d'un dossier bien rangé. À la toute fin du Reich, alors que l'Allemagne s'effondre de toutes parts, un dernier secret se referme sous terre. Ce secret, c'est celui du bunker d'Hitler. Depuis des décennies, ce lieu fascine parce qu'il concentre tout ce que le régime a été dans ces derniers instants. L'illusion, la peur, le déni, la loyauté aveugle, la lutte pour le pouvoir et surtout la volonté de ne rien laisser derrière soi. Car dans les derniers jours d'avril 1945, Hitler comprend que tout est perdu. Et à partir de ce moment-là, une idée domine. Si le Reich doit disparaître, alors ses traces les plus sensibles doivent disparaître avec lui. Le bunker n'a rien d'un palais secret au sens romanesque du terme. C'est un espace enterré, massif, étouffant, pensé pour résister au bombardement. Deux niveaux, 10 pièces exiguës, une ventilation bruyante, une humidité permanente, une atmosphère lourde. Le lieu a été conçu pour permettre au Führer de continuer à diriger la guerre depuis Berlin, même sous les bombes. Mais au printemps 1945, il ne ressemble plus à un centre de commandement triomphant. Il ressemble à une poche de survie où s'entassent les derniers fidèles du régime. Autour d'Hitler, on retrouve Goebbels, Bormann, des secrétaires, du personnel technique, des gardes, et bientôt la famille Goebbels elle-même. Le cœur du Reich, réduit à quelques pièces enterrées, vit désormais coupé du monde, ou plutôt enfermé dans une version déformée du monde. Ces derniers jours sont troublants. Il y a un décalage entre la situation réelle et l'état d'esprit qui règne encore par moments dans le bunker. À l'extérieur, Berlin est en ruine, l'armée rouge approche, les fronts ont cédé. Le Reich n'a plus les moyens de se sauver. Pourtant, à l'intérieur, on continue encore à parler de mouvements militaires, de renversements possibles, de résistance de dernière minute. Les documents retrouvés montrent qu'au moins jusqu'à une date avancée, un reste d'espoir existe encore dans l'entourage d'Hitler. Pas un espoir rationnel, mais une forme d'illusion entretenue jusqu'au bout. C'est ce qui rend cette fin si étrange. Le régime est déjà mort, mais il continue à se parler comme s'il lui restait encore une issue. Dans cet univers clos, la présence d'Eva Braun éclaire aussi un autre aspect des derniers jours du dictateur. Pendant longtemps, Hitler a tenu cette relation à l'écart du regard public. Il voulait apparaître comme entièrement voué à sa mission politique, presque au-dessus d'une vie privée ordinaire. Et pourtant, à la fin, Eva Braun choisit de le rejoindre dans le bunker, alors même que tout s'effondre. C'est l'un des éléments les plus révélateurs de cette période. Non seulement elle reste auprès de lui, mais les archives retrouvées contiennent aussi 2 de ses dernières lettres, ainsi qu'un cadeau offert à Hitler pour son anniversaire. Une photographie dédicacée portant l'inscription « À mon Führer » de la part de ta fidèle Eva. Ce détail a une force particulière parce qu'il révèle à la fois l'intimité du couple et le fait que même dans la relation amoureuse, la dimension politique et quasi sacrée du personnage d'Hitler reste omniprésente. Ces lettres sont précieuses parce qu'elles donnent aussi une idée du climat qui règne dans le bunker. Eva Braun y décrit le quotidien sous les bombardements, l'impossibilité de dormir, les entraînements au tir, la tension constante, mais elle montre aussi qu'elle veut rester
auprès d'Hitler jusqu'au bout. À travers elle, on entre dans une atmosphère étrange, faite à la fois de peur très concrète et de fidélité absolue à un homme déjà condamné. Cette fidélité prend presque la forme d'un choix final, comme si l'effondrement du régime ne faisait que resserrer encore davantage les liens entre ceux qui avaient décidé de sombrer avec lui. Autour d'Hitler, pourtant, la loyauté n'est pas toujours aussi pure qu'elle en a l'air. Plus la situation devient désespérée, plus la question de la succession se pose. Les grands dignitaires du Reich savent que Berlin est perdu, certains cherchent une porte de sortie, d'autres veulent préserver leur position dans ce qui pourrait venir ensuite. Il y aurait eu des tensions autour de Göring et la possibilité qu'il cherche à s'emparer du pouvoir dans les toutes dernières heures du régime. Un point ici essentiel parce qu'il montre que même dans ce sanctuaire de la fidélité affichée, la guerre de succession commence déjà. Le Reich se délite aussi de l'intérieur. Derrière les serments, chacun sent que la fin approche et certains pensent déjà à l'après. Dans le même temps, Hitler lui-même n'est plus l'homme des années précédentes. Les témoignages et les archives le décrivent physiquement affaibli, tremblant, vieilli avant l'heure, le teint blafard et les gestes lourds, l'allure courbée. Des visiteurs sont frappés par son état. Son entourage médical tente de le soutenir, mais tout donne l'impression d'un chef déjà usé jusqu'à la corde, enfermé dans un corps qui suit mal et dans une vision militaire de plus en plus détachée du réel. Cette dégradation physique participe beaucoup au mythe des derniers jours parce qu'elle montre un contraste brutal entre l'image de toute puissance imposée pendant des années et la réalité d'un homme retranché, diminué, presque fantomatique au milieu des ruines qu'il a lui-même contribué à provoquer. Et pourtant, même à ce stade, Hitler refuse encore de quitter Berlin. Plusieurs proches aimeraient l'en faire partir, mais lui s'accroche à l'idée de rester dans la capitale. Ce choix n'est pas seulement stratégique, il est symbolique. Quitter Berlin, ce serait reconnaître la défaite totale. Rester au contraire permet de conserver jusqu'au bout une posture de chef qui ne fuit pas. C'est aussi ce qui donne, à la fin du bunker, une dimension presque théâtrale. Tout y devient geste final, décor final, fidélité finale, comme si le régime, incapable de survivre, cherchait au moins à maîtriser sa propre mise en scène terminale. Mais cette mise en scène n'a de sens que si elle s'accompagne d'une autre décision, faire disparaître les traces. À quelques jours de leur mort, Hitler et Eva Braun ont ordonné la destruction de leurs archives. Hitler ne voulait rien laisser derrière lui. Ni correspondance compromettante, ni papier personnel, ni éléments capables d'éclairer davantage ses derniers choix. Cette volonté d'effacement est capitale. Elle montre que le régime comprend très bien la valeur des preuves. Il sait que les archives parlent, il sait que les objets parlent, et il veut réduire au maximum ce que l'histoire pourra saisir. Ce geste prolonge d'une certaine manière tout ce qu'on a vu jusque-là, même au moment de tomber. Le pouvoir nazi cherche encore à contrôler le récit. Et pourtant, tout n'a pas disparu. C'est là que l'histoire devient presque irréelle. Après la guerre, lorsque les forces d'occupation visitent le bunker, l'endroit attire les regards de tous. Chacun veut voir le lieu où Hitler a fini ses jours. Parmi les visiteurs se trouve un groupe d'officiers français, dont le commandant Raymond Roude. En novembre 1945, il pénètre dans les ruines de la chancellerie, descend jusque dans les profondeurs du bunker et tombe sur un amas considérable de papiers, de lettres, de dossiers, de documents administratifs. Il décrit le lieu, dessine même des plans de son parcours et récupère un certain nombre de pièces sans encore mesurer pleinement leur importance historique. Pendant plus de 70 ans, ces documents resteront en dehors du regard public avant d'être redécouverts dans une collection privée et révélés bien plus tard. C'est ce retournement qui rend cette histoire si forte. Hitler voulait ne rien laisser et pourtant des fragments ont survécu. Des lettres d'Eva Braun, des documents du bunker, des indices sur l'atmosphère qui régnait alors, des éléments qui permettent de mieux comprendre comment se comportait le dictateur dans ces derniers jours, ce qu'il voulait encore croire, ce qu'il refusait d'admettre et jusqu'à quel point ce qui l'entourait restait lié à lui. Ce ne sont pas forcément des révélations spectaculaires au sens sensationnel du terme, mais ce sont des pièces d'une valeur immense parce qu'elles rapprochent l'histoire de la vérité humaine du moment final. Au fond, les derniers secrets d'Hitler ne tiennent pas seulement dans la manière dont il est mort, ils tiennent dans la façon dont il a voulu contrôler jusqu'à la dernière minute ce qui serait vu, su, transmis. Le bunker n'est pas seulement le tombeau du Reich, c'est aussi son dernier coffre-fort, un lieu où le régime tente de verrouiller ses traces, de maîtriser sa légende, d'effacer ce qui pourrait le démasquer encore davantage. Et si on clôture la vidéo avec ce chapitre, c'est parce qu'il rassemble tout. L'obsession du secret, le culte du chef, la destruction des preuves, cette fidélité fanatique, la guerre de la succession et cette volonté presque maladive de gouverner encore le récit, l'histoire, au moment même où tout s'écroule. Alors là, le bunker n'est pas juste la fin d'Hitler, c'est la dernière forme prise par le mensonge nazi. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si j'ai réussi à vous apprendre une chose, c'est un pari gagné pour moi, c'est le but des vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai pu aborder en commentaire, peut-être ajouter des corrections ou des ajouts, je suis ouvert à tout ça. Si la vidéo vous a plu, laissez un j'aime pour me soutenir, c'est très important.
N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remets mon Instagram juste ici si jamais vous souhaitez me retrouver là-bas et que vous avez l'application bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut.